Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 143, et aujourd'hui, je vous explique pourquoi il ne faut pas demander à nos clients ce dont ils ont besoin. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, je vais super bien. J'ai eu une matinée assez mollo. J'ai fait un appel avec... j'avais un seul rendez-vous, puis après ça, j'avais pas trop envie de faire grand-chose, mais j'ai eu envie de prendre le micro et d'enregistrer un épisode que ça fait longtemps qu'il est dans mon calendrier éditorial, dans mon pipeline. C'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis un bout parce que ça revient constamment au sein de... Tu sais, chez mes clients, ça revient constamment... dans les discussions que j'ai autour du marketing, surtout avec, je dirais, des entrepreneurs qui soit débutent ou n'ont pas encore ressenti le momentum dont ils avaient besoin pour sentir que l'entreprise est en croissance. Mais, même pas en croissance, mais que le produit est validé. Hein? On va dire ça comme ça. Et c'est sûr que il y a plein de façons de déterminer qu'un produit était validé. Hein? Pour moi, un produit est validé tant qu'on a fait une ou deux ventes. Ça peut être aussi simple que ça. Mais pour certaines, je vois que ça pose un gros problème au niveau du doute et de la confusion, de ne pas savoir si le produit va répondre bien aux besoins de notre clientèle. Et ce qui arrive avec ça, c'est que après ça, on a envie d'aller chercher cette confirmation, cette validation, c'est normal, et on va essayer de la chercher de différentes façons. Et bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va se tourner vers nos clients pour leur dire, dites-moi quels sont vos besoins, dites-moi, on envoie un sondage ou on fait des appels, des focus groups ou des choses comme ça, des groupes de focus, pour essayer d'aller chercher cette fameuse information qui va nous dire « Ah oui, c'est exactement ça que je devrais être en train de créer, c'est exactement là-dessus que je devrais être en train de travailler. » Et bon... Vous savez, moi, je travaille en marketing depuis quand même assez longtemps. On va bientôt... le temps avance et je ne rajeunis pas, donc ça s'accumule sur un CV, mettons. Et j'en ai fait des focus group. J'ai cherché des données de validation pour des grosses entreprises qui avaient des gros bassins de clients aussi. Et s'il y a quelque chose qu'il faut que... je vous dis, c'est que ces méthodes-là pour aller chercher ce type d'informations, c'est des méthodes quantitatives. Hein? Ça doit être très encadré, la façon dont on fait ce type de requête ou ce type de démarche, parce que les données qu'on va recevoir de la part de certains bassins de population sont naturellement biaisées. Puis, quand on est une petite entreprise ou un solopreneur et qu'on a un très petit bassin de personnes où aller chercher ces informations-là, il faut faire très, très, très attention à ces biais-là, parce qu'on va avoir une personne qui va dire une chose, une personne qui va dire d'autres choses, peut-être deux personnes qui vont dire la même chose, mais si on n'est pas capable après ça d'utiliser ces données intelligemment, et de les intégrer dans notre création, notre amélioration d'offres, ça peut avoir des effets négatifs sur notre entreprise. Notamment, un des effets négatifs, c'est d'ajouter de la confusion, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que nos clients, ils sont dans une situation eux-mêmes, soit de confusion ou de recherche, où ils cherchent une solution à leurs problèmes qu'ils n'ont peut-être pas trouvé ailleurs, qu'ils ne savent peut-être pas
quelles sont les gammes de solutions qui existent. Donc, ils sont un peu dans l'ignorance aussi du type de solution. Et donc, ils vont venir avec leur propre bagage et ils ne seront pas nécessairement en mesure de bien verbaliser ce dont ils ont besoin. Donc, de notre côté, si on, par exemple, met un sondage sur un groupe public d'entrepreneurs, hein, puis on arrive, puis on dit « J'aimerais que vous me disiez ce que vous attendez de moi ou ce que vous avez envie d'acheter ou ce que... tu sais, ce genre de choses-là. Comment je peux vous aider, peu importe comment vous formulez le tout. » Ben, tu sais, bien souvent... La personne va peut-être sortir sa liste d'épicerie de choses qu'elle aimerait, mais est-ce qu'elle a vraiment fait le travail de réfléchir à qu'est-ce qui l'aiderait réellement? C'est là qu'on peut commencer à se questionner, hein, parce que ce qui arrive, c'est que la personne, puis là on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, là, mais la personne vient avec sa liste de symptômes, mais elle vient pas nécessairement avec la liste de solutions, parce que si elle avait la liste de solutions, elle l'aurait peut-être déjà chercher, trouver, consommer. Puis c'est vraiment rare qu'on va réinventer la roue puis qu'on va être la seule personne qui va offrir quelque chose que personne offre. Donc, bon, il y a cette dimension-là. Donc, le danger de demander à ses clients ce dont ils ont besoin, ben c'est de créer de la confusion, hein, pour soi-même, parce que justement... on ne saura pas dans quelle direction ils nous amènent parce qu'eux-mêmes s'en vont dans plein de directions. Danger d'éparpillement, puis là, il y a une petite distinction ici. Éparpillement dans le sens que si on prend les données d'un sondage, par exemple, et qu'on se dit, ben voici ce que ces 20 personnes m'ont dit qu'ils demandaient, et moi, en ce moment, mon offre est dans cette direction-là et j'offre pas du tout ce type de choses-là. Et que là, on commence à créer ce type de choses-là juste parce qu'on a entendu qu'une personne avait demandé quelque chose. Mais là, tu sais, on peut risquer de nous-mêmes perdre le cap sur notre méthodologie, sur notre vision, sur la direction qu'on veut prendre. Donc, il y a un danger d'éparpillement si c'est pas bien contrôlé dans un sens. Et le pire, avec l'éparpillement, vient le danger de créer des entreprises alimentaires, c'est-à-dire des entreprises qui, oui, vont peut-être répondre aux multiples besoins des clients, parce que des besoins, il y en a à l'infini, hein, puis des désirs, il y en a encore plus. Donc, ça peut remplir plusieurs besoins, puis c'est pas difficile de trouver un besoin, là. On a juste à se regarder le nombril, puis se demander de quoi j'aurais besoin maintenant? Est-ce que je devrais peut-être comme créer un produit autour de ça? Why not? Regardez combien de marques ou de différentes recettes de sauce épicée il y a à l'épicerie, hein, tu sais, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Donc, mais le danger ici, c'est de créer une entreprise alimentaire dans laquelle on devient un peu l'esclave des besoins de tous nos clients. Le client qui a acheté un truc à 10 $, le client qui a acheté un truc à 1000 $, le client qui hésite peut-être d'acheter un jour, mais il n'est pas sûr parce qu'il ne vous fait pas confiance, le client... Tu sais, bref, vous comprenez le principe? Parce que là, soudainement, on devient cette espèce de... On se met dans la position de celui qui doit plaire, celui qui doit créer, celui qui doit remplir, celui qui doit servir. Puis oui, comme entrepreneur, on doit servir, ça fait partie de notre nature, mais quand il n'y a pas d'intentionnalité, quand il n'y a pas de limite, quand il n'y a pas de direction bien établie, ben là, on risque d'aller dans l'éparpillement si on écoute ce que les autres viennent nous demander, et ensuite de créer des entreprises dans lesquelles on va se sentir tiraillé, épuisé, puis qui vont pas nécessairement ressembler ou même à utiliser nos aptitudes puis notre expertise à la meilleure de ses capacités. Puis là, je vous donne un exemple hyper concret. Hein? Si j'écoutais tout ce que mes clients me demandent, notamment, ils me demanderaient, on m'a déjà demandé, fais-nous des espaces Notion, fais-nous une formation sur Notion, j'aurais besoin que tu me fasses du copywriting, j'aurais besoin que, je sais pas moi, genre bref, tu sais, tout ce genre de choses connexes que je peux faire, hein, ça fait partie
de mes différentes aptitudes. Ça fait partie de ma zone d'excellence. Mais ce n'est pas la direction dans laquelle je veux amener mon entreprise. Et même si mes clients me le demandent, bon, peut-être de temps en temps, je vais leur faire un petit tuto sur, sur Notion, mais j'en ferai pas une offre principale ou j'en ferai pas une offre. Tu sais, je vais vraiment réfléchir à comment je vais investir mon énergie quand je me mets à travailler là-dessus. Donc, une chose que je veux, tu sais, dans cette introduction, je voulais juste rappeler, c'est que c'est de se tirer dans le pied que de demander à une communauté diluée de nous dire quoi faire. Puis là, je veux expliquer un petit peu ce que je veux dire par communauté diluée. Parce que là, je vous ai expliqué c'est quoi les dangers, dans le fond, de demander à nos clients. Mais j'aurais peut-être dû faire une spécification où je dis à nos clients qui font partie de la communauté diluée. Hein? Puis là, après ça, on va parler d'intentionnalité puis tout ça, là, mais vous le savez, hein, on le sait tous, l'engagement de notre communauté de clients ou de clients prospectifs, là, ou ceux qui vont devenir nos clients peut-être un jour, n'est pas la même à tous les niveaux. Puis là, c'est ici que l'image des funnels ou des tunnels de vente elle est intéressante juste pour le visualiser, hein, peu importe que vous aimiez utiliser ce concept marketing-là ou non, mais c'est que quand on pense à un funnel, on pense qu'il y a une base, un point d'entrée qui est très large. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se situent à l'entrée du funnel, puis plus, vous pouvez l'imaginer comme un cône renversé. Plus on descend dans le funnel, plus on devient qualifié, donc moins de personnes il y a à chaque partie du funnel jusqu'à ce qu'on arrive à la population de clients qualifiés qui est en bas du funnel. Naturellement, le funnel est une image simpliste de comment on prend des décisions. C'est pas vrai qu'on peut rentrer des personnes dans des funnels et que là, soudainement, ils vont devenir des automates et faire tout ce qu'on imagine qu'on veut qu'ils fassent au bon moment. Ils vont lire ce courriel, ensuite, ils vont vouloir aller voir l'atelier gratuit, ensuite, ils vont vouloir faire ci et ça. Hein? C'est un peu une illusion que de penser ça, mais au moins, l'image du funnel donne cette idée que il y a cette entrée du funnel où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont intéressés par les thématiques dont vous parlez, l'expertise que vous avez, etc. Mais que ces personnes-là qui sont plus haut dans le funnel, c'est une communauté diluée. Hein? C'est des gens qui ne sont pas nécessairement engagés envers vous, envers votre marque, envers votre service. Eux autres, ils sont un peu à la recherche de quelque chose, mais il n'y a rien qui les lie nécessairement à vous à ce moment-là, sauf peut-être d'avoir leur attention a été attirée par quelque chose que vous avez pu publier, quelque chose que vous offrez. Donc, souvent dans ces entrées de funnel, on va avoir des gens qui vont peut-être être des clients, hein, peut-être qui ont acheté un petit produit à 25$, peut-être que... ou peut-être qu'ils ont acheté tout un tas de choses, ils consomment énormément de votre contenu, mais ils restent encore dans une strate qui est moins engagée envers vous. Et dans un funnel, naturellement, le lien se renforce plus on avance. Donc, les clients qui sont en périphérie, justement, de ce funnel-là, ils sont pas tous dans ce qu'on appelle le Product Market Fit. Hein? Product Market Fit qui est le moment dans la vie d'une entreprise où le produit trouve son marché. Donc, on peut les imaginer qui sont en train d'errer un petit peu. Si vous imaginez un trou noir aussi, hein, où il y a comme une grande force gravitationnelle, ils sont à l'extérieur. Ils ressentent la force un tout petit peu, mais ils peuvent facilement utiliser leur énergie pour s'en aller dans une autre direction. Ils sont pas rentrés encore à l'intérieur, ou ils naviguent un petit peu, mais la force gravitationnelle n'est pas très très forte sur eux. Donc, le Product Market Fit, c'est le moment où le produit trouve son marché et lorsque ça devient évident que la solution proposée match les attentes des utilisateurs. Fait que là, à ce moment, c'est quand le client, il décide de rentrer de plus en plus dans le funnel. Donc, le danger de demander à une communauté diluée, même si c'est des clients,
sans avoir au préalable fait une distinction entre leur degré d'engagement, c'est là qu'on va se ramasser avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, hein, le danger de confusion, le danger d'éparpillement, puis le danger de créer des produits puis des offres qui vont pas être alignés avec notre vision ou les avantages pour nous-mêmes, pour notre entreprise. Parce que moins engagés ils sont, hein, moins ils ont de gravitation ou de gravité envers vous, hein, dans la force gravitationnelle, moins ils ont de raison de vous aider. Hein? Ils n'ont pas nécessairement d'investissement envers vous. OK, j'ai payé 25$ pour une masterclass. Bof. Tu sais, genre, je me suis pas tant investi là-dedans. Puis même si quelqu'un avait payé beaucoup, beaucoup d'argent pour votre produit, mais qui était jamais venu, il ne l'avait pas utilisé, il avait, tu sais, c'est pas une question d'argent ici, mais vraiment d'engagement. OK? Donc, il y a vraiment une distinction ici à aller chercher comme c'est quoi l'engagement de mes clients et à qui je fais vraiment confiance de vouloir m'aider, moi, l'entrepreneur, dans mon business, plutôt que de simplement me sortir tout et n'importe quoi qui n'a pas été filtré, qui n'a pas été qualifié, qui n'a aucune raison, genre, de faire de sens pour moi. Donc, tu sais, oui, créer des sondages, ça peut être une chose, mais après ça, il faut savoir, ben, c'est qui a répondu au sondage. Et cette personne-là, elle est où dans son processus, qui elle est envers moi, etc., etc. Parce que l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que le client, il vient vers nous pour qu'on l'aide. Et s'il gravite autour de notre, de notre étoile, ce qu'il va partager, tu sais, ou ce qui lui remonte à la surface pour lui, ce sont ses symptômes. Puis nous, on a l'impression qu'il nous partage ses besoins, mais il nous partage plus. Il y a 3 différentes choses. Hein. Il y a les symptômes, donc voici comment je me sens, voici ce que je pense que, tu sais, j'ai mal à la tête, je pense que j'ai besoin d'une aspirine. Tu sais, il va nous dire, j'ai besoin d'une aspirine. Parce que j'ai mal à la tête. Après ça, il y a les symptômes, il y a, le mot m'échappe, les désirs, et il y a les besoins. C'est 3 choses différentes. Besoin, désir, symptômes. À la conscience de notre client, les symptômes, c'est ce qui est le plus accessible pour lui. Mais encore une fois, si on fait juste donner des aspirines à notre client alors que on a mal diagnostiqué son problème et qu'il n'a pas nécessairement besoin d'aspirine, mais il a besoin de prendre de l'air, par exemple, on est en train de créer une business qui ne répond pas nécessairement aux besoins. Fait que là, encore une fois, faire attention, est-ce qu'on est en train de me donner un symptôme? L'autre chose qui est entre la conscience et l'inconscience, ça va être les désirs. Hein, il y a des désirs qui sont très conscientisés, il y a des désirs qui sont moins conscientisés. Et là encore, si on n'est pas capable d'avoir je sais pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Si on n'a pas encore la sophistication ou la profondeur pour aller chercher, dans le fond, c'est quoi la différence entre le désir conscient et le désir inconscient? Est-ce qu'on est en train de me dire un symptôme? Ou est-ce qu'on est en train vraiment, genre, de me guider vers le besoin? Là, c'est là aussi encore que ça devient encore plus flou. Donc, à nous, la responsabilité de savoir faire la différence selon notre expertise, selon ce qu'on a vu par le passé, selon comment on a été à l'écoute de nos besoins, comment on a créé des expériences dans lesquelles on pouvait avoir du feedback de ces clients-là quand on les met dans certaines circonstances, avec certaines solutions qu'on leur propose. Et c'est pour ça que c'est super important qu'on soit clair pour nous, avant tout, hein, sur comment on va les aider, qu'est-ce qu'on propose comme approche, comme vision, comme philosophie, parce que, tu sais, souvent, quand on arrive avec une offre, on n'a pas sorti ça de nulle part, là. Hein, c'est qu'on l'a vu, on l'a intégré, on l'a ressenti, on l'a réfléchi, puis là, on dit,
sais quoi? Moi, ça fait des années que je vois ce type de personne avec ce type de problème. Je pense que j'ai compris quelque chose. Voici, je vais essayer avec cette offre-là, avec ce message, avec ces choses-là. Donc, encore une fois, aller demander à nos clients ce dont ils ont besoin, c'est faire le travail à l'envers un petit peu. Hein? Puis, à la fin, dans quelques minutes, là, je vais vous dire quand est-ce qu'on demande à nos clients ce dont ils ont besoin et à qui on demande. Donc, c'est important que ce soit clair pour nous comment approcher leurs problématiques avec ce que nous, on sait en tant qu'expert, en tant que personne expérimentée dans le domaine, hein, pour pouvoir proposer, écoute, tu as peut-être besoin d'une aspirine ou tu as besoin de manger plus de fer, I don't know. Voici comment on va découvrir c'est quoi ton réel besoin. Hein? Mais là, en ce moment, tes symptômes me pointent vers différentes options et je peux pas nécessairement avec confiance créer une solution pour ça sans savoir si ton besoin est pas un peu différent. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ben, je viens de vous le dire, là, on va approcher... Tu sais, il y a cette notion ici de bien évaluer et de bien être à l'écoute. Hein, ça, c'est une des choses qu'on doit faire. Puis, c'est sûr que quand on donne des sondages ou on fait des appels à tous comme ça, on peut, encore une fois, on peut aller chercher cette information-là, sachant très bien que cette information est biaisée et qu'il va falloir faire beaucoup de travail pour aller éliminer les biais ou aller chercher ce qui aurait vraiment de la valeur pour nous. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que on travaille par hypothèse. Puis dans Money Brand, puis dans les différents programmes que je fais, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup, c'est de se mettre dans le mode esprit scientifique, puis de dire, bon, personne A a mal à la tête, personne B a mal à la tête, ils pensent qu'ils ont besoin d'aspirine. Moi, j'aimerais tester leur niveau de fer pour savoir si c'est pas plutôt quelque chose à ce niveau-là, ou il y a peut-être une troisième option, genre que j'ai même pas encore identifiée, mais qu'en faisant ces recherches-là, ou en émettant des hypothèses, je vais pouvoir aller les tester et aller valider ces hypothèses-là. Et au lieu de demander au client de me dire, tu sais, c'est quoi la source de son mal de tête, je vais lui demander, tiens, voici ce que moi je te suggère, hein? Maintenant, reviens-moi avec ce qui s'est passé avec tes symptômes. On garde les communications ouvertes pour qu'il y ait du feedback. Donc, il faut absolument instaurer des lieux de dialogue. Des lieux de dialogue en marketing, ça peut avoir plusieurs aspects. Ça peut avoir l'air de le contenu, hein? Quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, quand on crée des événements ou des choses comme ça, c'est des lieux de dialogue parce qu'on invite nos clients à venir tester quelque chose. Dans le contenu sur les réseaux sociaux, on vient leur faire tester une pensée, leur faire tester une vision, leur faire tester une perspective. Dans les événements, par exemple, webinaires ou challenge ou tout ça, on vient leur faire tester une approche, on vient leur faire tester une méthode. Dans un appel exploratoire, on vient valider aussi à travers la conversation, est-ce que j'ai bien compris ton besoin? Est-ce que là, la personne qui est devant moi dans cet appel, c'est la personne qui, dans mon imaginaire, est la personne que je voulais aider? Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de ma communication qui amène un autre type de personne ou qui n'est pas clair pour ce type de personne sur qu'est-ce qu'on va exactement faire ensemble. Donc, tout ça, ce sont des lieux de dialogue, puis c'est important que, quand on essaye de régler un problème pour l'autre personne, et qu'on approche ça avec des hypothèses, on a besoin de ce dialogue pour être capable de s'ajuster par la suite. Naturellement, on peut le demander après ça, tant qu'on le fait en connaissance de cause pour valider une hypothèse. Et selon moi, la seule fois où c'est où le type de personne avec qui c'est utile d'aller demander de quoi ils ont besoin, sachant que c'est très, très, très possible que nous ne soyons pas la personne pour
répondre à ce besoin, c'est quand on a des clients avec qui on a un lien de confiance. Un lien de confiance qu'ils comprennent déjà notre vision, ils comprennent où on s'en va, ils ont peut-être déjà expérimenté des transformations avec nous et on veut plonger plus spécifiquement dans leur psychologie pour aller voir, est-ce que, oui, peut-être que j'ai compris intuitivement ce qu'ils avaient besoin, est-ce que j'ai plus d'informations maintenant pour ajouter à ma compréhension, ou est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus que je pourrais leur offrir parce que c'est toujours plus simple de fidéliser sa clientèle actuelle que d'aller chercher des nouveaux clients. Donc là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller voir nos clients de confiance puis de leur dire « Maintenant que vous avez passé à travers mon programme, que vous avez passé là, de quoi vous avez besoin? » Et là encore, de quand même garder en tête que ce qu'ils vont probablement nous dire, c'est des symptômes et qu'on doit être très psychologue pour aller voir qu'est-ce qu'il y a entre les lignes, qu'est-ce que je peux comprendre de ce qu'ils sont en train de me communiquer. Et est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai envie de investir mon énergie ou investir mon temps à créer une solution pour ce dont ils parlent? Parce que sachant très bien que là, en ce moment, je sais pas s'ils sont dans leurs besoins, dans leurs désirs, dans leurs symptômes, et qu'il y a de fortes chances que le moment où je vais sortir le nouveau programme pour ces clients-là, il y ait des criquets parce que pour eux, c'était pas nécessairement quelque chose d'assez fort. Ils ont répondu parce que, peu importe leur raison, mais c'était pas quelque chose qui leur brûlait là, le cœur de devoir accomplir ou des choses comme ça. Donc, faire très attention quand même quand on arrive dans ce type de demande-là, le type d'information, puis qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, moi, mon approche, elle est beaucoup dans on émet un positionnement, on émet un client type, on émet un message, on émet une offre, et tout ceci est une hypothèse qu'on va ensuite valider sur le terrain en créant des lieux de dialogue à travers le contenu, à travers la vente, à travers des programmes, à travers, tout un tas de choses, et qu'on est constamment dans ce dialogue-là avec des clients potentiels pour revenir affiner le positionnement, l'offre, le message, le client idéal, etc. Puis c'est pourquoi le travail que je propose dans Money Brand ou que je propose dans Positionnement authentique, c'est du travail qui est constamment... on revient constamment. C'est un travail cyclique. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis on l'oublie. C'est une méthodologie pour pouvoir aller faire ces expériences-là et ensuite revenir puis avoir les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Puis, parlant de ça, justement, très bientôt, on va rouvrir les portes pour Money Brand, pas sous la forme que vous l'avez probablement connue, pas très, très différent non plus, mais on va réouvrir les inscriptions pour Money Brand, et dans Money Brand, vous avez aussi accès au cursus Positionnement authentique si vous êtes intéressé. Donc, je vais vous laisser les coordonnées, c'est mtamarque.com/moneybrand. Dépendamment quand vous écoutez ça, allez regarder si c'est possible de s'inscrire. Sinon, écrivez-moi et je garde une petite liste aussi là, pour ceux et celles qui veulent faire partie de cette aventure parce qu'elle a été fermée pendant près de 6 mois bientôt. On n'a pas pris aucune inscription parce que c'était notre dernière cohorte qui se termine là, notre dernière cohorte avec le gros accompagnement là, dans la version dont elle était. Mais là, on a créé une nouvelle version agile, lean, accessible, à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, si vous êtes intéressé, soit vous m'écrivez ou allez sur mtamarque.com/moneybrand, puis vous allez avoir les détails sur comment rentrer là-dedans, puis comment justement créer ces piliers de votre positionnement, puis créer cette méthodologie surtout. C'est plus que juste créer
ou réfléchir à certains pans de votre business. C'est vraiment une méthodologie qu'après ça, vous pouvez répéter pour aller chercher de l'information encore plus précise, pour perdre moins de temps dans l'éperpillement, dans la confusion, dans l'expérimentation et... ou plutôt rester dans l'expérimentation, rester dans cet esprit d'expérimentation pour pouvoir aller chercher des résultats plus rapidement. OK, tout le monde. Merci beaucoup, comme d'habitude, d'être là, de faire partie de la communauté, d'être dans cet espace de dialogue avec moi. Puis, tu sais, je veux dire, un podcast, c'est un dialogue. Je sais que vous m'entendez pendant une période de temps, mais je reçois souvent vos commentaires par courriel ou sous mes publications. Puis, je sais que ça chemine en vous aussi. Donc, moi, je vois toujours comme si vous étiez là devant moi pendant que je parlais ici au micro. Alors sur ça, je vous souhaite une super belle journée et j'ai hâte de vous retrouver. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.